Et bonjour, petit joueur de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD. Nous sommes bien évidemment toujours en toute puissance en train de lire le passage sur la justice transformatrice et on est sur l'empuissantement des spectateurs, autrement dit redonner du pouvoir aux spectateurs pour essayer de s'assurer que les violences ne se reproduisent pas. Tout simplement pour un calcul qui est très logique, les violences se font aussi parce qu'il y a des gens qui assistent à ces violences et qui ne réagissent pas en fait, qui laissent couler tout simplement ce qui se passe devant eux, parce qu'ils ne comprennent pas forcément que ce sont des violences, parce qu'ils n'osent pas forcément réagir pour plein d'autres raisons. Et toujours est-il que là, dans les processus de justice transformatrice, l'idée est aussi de faire participer donc ces spectateurs, de leur faire reprendre justement un peu de contrôle sur les situations pour justement s'assurer qu'ils deviennent des spectateurs protecteurs, qu'ils essayent d'intervenir et d'aider quand il y a des situations, notamment de violence, qui se font devant eux, ou en tout cas dans leur entourage. Je repréviens évidemment comme toujours, parce que notamment on a fait une pause repas juste avant. S'il y en a des gens qui sont arrivés pendant la pause repas, nous sommes donc sur une partie qui parle notamment de violences sexuelles, notamment de violences sexuelles sur mineurs. Mais nous avons V6 qui en tout cas était là tout à l'heure dans le chat, qui nous a confirmé qu'il n'y a pas de témoignage direct de ces violences. On parle de ces sujets-là, mais vous n'aurez pas quelqu'un qui vient vous raconter ce qu'elle a subi. Donc certes, trigger warning, parce que ce sont des sujets un petit peu chauds. Pour autant, normalement, on va pas rentrer non plus dans des détails macabres ou quoi que ce soit. Donc, normalement, ça reste tout à fait lisible. Et effectivement, de ce qu'on a lu là ce matin, parce qu'on est dedans depuis ce matin, on n'a pas eu particulièrement de trucs si craignos. On a vu forcément des situations qui étaient craignos, parce qu'on nous a dit, bah voilà, une famille qui agresse sexuellement leurs enfants, etc. Enfin, voilà, donc il y a quand même il y a du lourd. C'est passivement lourd, on va dire, mais vous n'avez pas activement une réaction qui se déclenche parce que vous avez là tout de suite un témoignage qui est ultra glauque de ce qu'a subi quelqu'un. Donc voilà, faites attention si vous êtes sensible à tout ça, bien sûr, et nous on est reparti. Selon Mariam Kaba, la justice transformatrice a un rôle prioritairement préventif. Même lorsqu'il s'agit de faire un cercle autour d'une enfance, le but est bien de prévenir afin que cela ne se reproduise plus. Ainsi, autour de la justice transformatrice, se fait également un grand travail sur l'empuissantement des spectateurs, c'est-à-dire des témoins, les personnes en présence de situations difficiles, afin qu'ils puissent prévenir tout mal. Par exemple, la Auckland Power Project s'est occupée d'aider les personnes d'Auckland à régler leurs problèmes sans faire nécessairement appel à la police, parce qu'il y a sinon une escalade de violence qui dégrade vivement la situation. On rappelle toujours, la police, c'est toujours ce qui complique les situations, et pas l'inverse. Après une enquête auprès des habitants, il a été révélé que ceux-ci faisaient appel à contre-cœur à la police pour régler des urgences médicales, parce qu'ils n'avaient pas de ressources pour faire face aux problèmes. Avec des professionnels de santé, ils ont développé des kits médicaux, des ateliers de formation à l'aide active en cas de problème. Au programme, les premiers secours. Que faire lorsque on est témoin d'une overdose, d'une crise liée au manque de drogue? Autrement dit, il s'agit de sortir de l'effet de spectateur et de devenir un acteur, aidant au mieux possible. Le collectif présente par exemple la méthode SAGE, Self-Control Assessment, Give Help, Emergency Service Buffer. Maîtrise de soi, évaluation, aide et tampon au service d'urgence. Vous pouvez voir le détail dans cet article et le guide complet, y compris détaillant comment faire face à une overdose, qui est disponible ici sur le lien. Je vous rappelle évidemment que En toute puissance, le livre que nous sommes en train de lire, écrit par V6, est disponible sur Hacking Social. Vous pouvez faire !HS dans le chat et vous aurez accès donc au site Hacking Social où il y a toutes ces ressources et donc vous pourrez notamment aller dessus, tout simplement. Organiser la sécurité, l'armée des maires. Nous avons vu un aspect de résolution des problèmes avec les processus de la justice réparatrice et de responsabilisation, de prévention avec l'empuissantement des spectateurs. À présent, voyons un autre aspect de la justice autogérée avec l'organisation de la sécurité. MASK, Mother Men Against Senseless Killing, est un mouvement qui s'est établi en 2015 afin de garder un œil sur les rues, interrompre la violence et les crimes, apprendre aux enfants à grandir en tant qu'amis plutôt qu'en tant qu'ennemis. Il s'agit certes de surveillance, mais visant le care et non la répression. Notre présence s'est faite sentir. Les gens ont commencé à remarquer que les voisins se surveillaient les uns les autres, et c'était contagieux. Maintenant, cette méthode d'injonction de bonne vibration dans les zones troublées se répand dans plus de communautés.
Notre principale mission est de bâtir des communautés plus fortes, en mettant l'accent sur la prévention de la violence, sur l'insécurité alimentaire, sur les logements. Et il s'agit alors d'éviter la police, et si elle est présente, de la surveiller également. Par exemple, ils organisent des barbecues. Tous les jours, vers 17 h, Tamar Manasseh organise un barbecue à Englewood, dans une intersection qui a été un haut lieu de violence. Il s'agit non seulement de surveiller la police et les gens, mais également d'être vu, d'incarner une présence au sein de la communauté. Des enfants viennent, et tous les jours, il y a environ entre 70 et 100 personnes. Personne n'a envie de sortir des flingues quand il y a 50 mômes qui attendent de manger leur dîner, dit Manasseh. Son fils de 17 ans est lui aussi présent, jouant avec les enfants les plus jeunes. Les gens ici disent qu'à présent, dans le coin, ce n'est plus comme avant. Jermaine Kelly, 22 ans, est né et a grandi par ici. Il donne un coup de main à Manasseh pour cuisiner depuis l'année dernière. Sa présence a changé beaucoup de choses dans le voisinage. Comment nous gérons les situations? Comment nous agissons les uns envers les autres, estime-t-il. Les situations de tension sont beaucoup plus faciles à démêler. Selon lui, même les problèmes avec les gangs se sont calmés depuis que Manasseh est de sortie. Nous avons notre lot de membres de gangs par ici, mais les gangs rivaux ne passent même pas par ici quand elle est là, explique-t-il. Cela nous ramène à cette question. Qu'est-il préférable, être aimé ou craint? En ce moment, c'est l'amour qui l'emporte, se réjouit Kelly. La présence de masques a permis de diminuer la pression de la police. Certains, noirs, n'arrêtaient pas d'être contrôlés. À présent, s'ils voient que Manasseh est là, ils passent leur chemin. Autrement dit, il s'agit d'une surveillance via une présence pro-sociale. Par exemple, ils organisent des fêtes de pré-rentrée, où ils distribuent des fournitures, proposent à manger, des services de coiffure, d'enlevage de tatouages, de petites attractions pour amuser les enfants. Comme le dit Tamar Manasseh, ces événements sociaux, toujours pleins d'enfants, cette présence généreuse coupe court à toute envie de violence. Il y a des médocs en accès libre en pharmacie pour arrêter une overdose. Oui, c'est important de préciser ce genre de choses. Ils n'arrivent pas à entendre masque sans chanter chevalier masqué pour la liberté, justicier, justicier. Tu penses à quoi? À quoi tu penses? Parce que là, je vois pas la référence. Je ne sais pas à quoi tu parles. Je ne sais pas. Masque? Je l'ai pas. Le générique du dessin animé Masque. Il y a un dessin animé Masque? Ah ouais? Bah du coup, je connais pas. Un truc des années 80. Oh, bah j'avoue que je suis passé à côté. Hein. T'es trop jeune. Bah en vrai, oui, je suis né en 93. Donc il y a probablement des dessins animés des années 80 qui ont dû repasser pendant que j'étais gamin. Mais ça, j'ai esquivé. Ça, j'avoue que je ne connais pas. Je ne sais pas. Non, ça ne me dit rien. On est trop vieux, on avait même des vignettes à la con, là, Panini à coller dans des albums masques. Ah ouais, les Panini, oh là là, ce truc. T'avais toujours trop d'un certain stickers. T'avais toujours des vignettes où t'en avais beaucoup trop. Un opening masque, allez, on va regarder ça. Je suis curiosité, on va aller regarder ça ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, celui-là. Chevalier masqué pour la liberté, justicier, Ça me dit quelque chose? pour sauver la paix, des guerriers, Mais si, ils accompliront leur mission. visuellement ça me parle. Les voilà, ils sont prêts, ils sont pour le monde. Mais oui, moi je connais alors. Dans la base secrète, déjà les moteurs grondent. Ah oui, c'est dur. Hein. Ils nous montrent qu'ils aient leur secret. Ah là là. Mais on sait qu'ils viendront pour la paix. Pour la paix avec des gros canons quand même, hein, mais Chevalier masqué pour la liberté, des guerriers. ok. Et ben, ah bah d'accord, ça m'a mis un canard. Bah écoutez, il y a un canard, très bien. C'est une pub de 20 minutes pour vendre des jouets, hein. Ouais. J'allais dire, c'est par contre, il me semble que c'est vraiment en mode viens acheter ma merde, hein, derrière. J'ai un souvenir comme ça. Mais alors, autant aucun souvenir du générique audio.
rien du tout. Mais alors, vraiment, the bee, Capwick total. Autant clairement, visuellement je connais et je pense que parce que c'était une gamme de jeux. Notamment. Je pense que c'est pour ça que je connais, parce qu'à mon avis on essayait de m'enfiler ou quoi. Ça m'étonnerait pas. Et je me demande si même pas parmi les petites figurines que j'avais à l'époque, gamin, j'en avais pas quelques-uns. Parce que ça me parle. Visuellement ça me parle de ouf. Clairement. Clairement. Oh là là. Et du coup, je vais reprendre la lecture quand même. Ceux qui connaissent sont vieux, mais non, nous sommes mûrs. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Différent. J'étais complètement accro quand j'étais gosse. Ouais, on se faisait avoir par ça. Hein. On se faisait avoir par ça. J'ai pas remis la musique. Attendez, pardon. Oups. C'est bon. On est reparti. Organiser la sécurité d'un lieu. 3 groupes. The Odre Lord Project, The Safe Outside the System et The Safe Neighborhood Campaign ont créé une boîte à outils pour organiser la sécurité, notamment des fêtes, mais les principes sont approximativement les mêmes pour organiser la sécurité dans des lieux communautaires ou ailleurs, dont les buts sont créer un espace dans lequel l'autodétermination et la sécurité des participants sont prioritaires, prévenir la violence et intervenir avant qu'elle ne s'intensifie, créer une atmosphère communautaire dans laquelle la violence n'est pas acceptable, encourager les autres à intervenir ou à prévenir la violence, soutenir les survivants de la violence. Il prépare les personnes à intervenir face à toutes sortes de violences dont elles peuvent être témoins, que ce soit le harcèlement, le conflit verbal, la violence physique. Évidemment, cela peut être intimidant pour la plupart des personnes, mais ils estiment qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire sans pour autant mettre en danger sa sécurité. Par exemple, pour contrer le harcèlement, ils proposent éviter les mouvements brusques qui peuvent faire sursauter ou être perçus comme une attaque. Créer un espace entre la personne qui fait du mal et celle qui en subit. Expliquez clairement votre objectif ou votre invention de désamorcer la situation. Ne répondez pas par des menaces ou des attaques verbales. Expliquez les conséquences potentielles comme l'arrivée de la police, l'arrestation et d'autres préjudices. Restez calme, parlez lentement, doucement, clairement. Utilisez une voix ferme. Pour les conflits verbaux, indiquez clairement votre intention de désamorcer la situation. Ne prenez pas parti dans la dispute. N'insultez pas verbalement l'une ou l'autre personne. Encouragez vos amis à vous aider à séparer les deux personnes et à créer un espace physique. Montrez que vous êtes à l'écoute. Évitez de vous disputer et de confronter les gens avant d'essayer de résoudre le problème. Montrez que vous êtes inquiet et que vous écoutez activement par des réponses non verbales et verbales. Parlez calmement et clairement. Et pour les violences physiques, criez ou hurlez pour alerter l'agresseur que quelqu'un le surveille. Faites du bruit. Si vous êtes à l'extérieur ou dans un espace public, criez au feu ou autre chose pour distraire les personnes concernées et attirer l'attention sur la situation. Utilisez votre appareil photo, votre téléphone portable pour enregistrer l'incident. Si vous n'avez pas accès à un appareil photo, notez le lieu, l'heure et la description de l'agresseur. Gardez les deux mains visibles, utilisez les bras ouverts et un contact corporel minimal avec toutes les parties. Aidez tous les participants à se rendre dans un endroit plus sûr, appelez une ambulance si nécessaire et avec le consentement de la personne blessée, mais restez sur les lieux car l'ambulance arrivera probablement avec la présence de la police. Notez tout ce que la police et les médecins font et disent. Il conseille aux organisateurs de créer des rôles pour assurer la sécurité, notamment un décisionnaire, un désescalateur qui est répondeur aux besoins émotionnels des personnes, qui va répondre aux besoins émotionnels des personnes, un dispatcher qui met en contact avec l'équipe de sécurité, un transporteur par exemple qui conduit hors du lieu une personne qui crée un conflit. Nous avons détaillé dans cet article et vous trouverez toute la méthode dans leur guide en libre accès ici, et vous avez encore une fois un lien. Je rattrape un petit peu. Je suis plus vieux que Résu et je connais pas du tout. Mais non, quand même. J'étais allergique à Masque et G.I. Joe. J'étais plus figurine de Star Wars, m'identifiant plus aux Ewoks qu'aux humains. Voilà. Ces sections ne sont que des exemples. Ces mouvements font quantité d'autres propositions. Ils proposent d'autres guides pour conduire un processus de responsabilisation selon diverses situations ou rôles dans des situations d'offense. Un programme pour établir des processus de responsabilisation à destination des survivants, et vous avez encore une fois un lien. Un programme Creative Intervention qui détaille tous les points qu'on a vus, encore une fois un lien. Dans la source Beyond Survival, on trouve aussi des guides et exemples concernant la sécurité des lieux communautaires, des façons de gérer la sécurité provenant de travailleurs, du sexe, de façons d'aider les personnes suicidaires, des méthodes de justice transformatrice dans les mouvements eux-mêmes, etc. Tout se fait en autogestion, sans faire appel à des acteurs extérieurs, et s'il n'y a pas le choix, ils apprennent beaucoup à pacifier le climat et négocier dans le but de prévenir toute violence policière ou des escalades de sanctions. Encore une fois, vous noterez que l'autogestion, c'est la vie, si c'est fait évidemment en prenant en compte les spécificités de l'autogestion. Si on fait gaffe et qu'on fait pas ça un peu au pif, ça se passe généralement bien mieux.
Bien sûr que ça peut être tout à fait soumis quand même à des pressions, des relations de pouvoir, etc. Hein, c'est évident. Mais on notera quand même que bordel de merde, soyez anarchiste quoi. Hein, voilà, vraiment, c'est bien. Les TDS sont extrêmement organisées entre elles et effectivement c'est un modèle de protection parce que les travailleurs du sexe sont vraiment dans la merde. On va pas se mentir, ce sont des personnes qui en prennent plein les dents, constamment, encore et encore et encore. Mais du coup, forcément, elles sont obligées, ces personnes, de s'organiser pour se protéger. Parce que vous pouvez pas faire autrement. En fait, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas faire autrement, puisque littéralement tout le reste du monde essaye de vous chier dessus. Et avec une hypocrisie sans nom, puisque on sait notamment que vous avez beaucoup de pouvoirs, on va dire, politiques, qui vont critiquer, qui vont mettre en place tout un tas de réformes de politique qui vont s'attaquer à LE. Alors que derrière, ce sont aussi les premiers clients. Non, on notera. Mais bon, bref. Star Wars, j'en avais jamais entendu parler à l'époque, je suis de 78, j'ai connu tard dans ma campagne profonde, mais Masque, ça s'est changé dans la cour. Ah là là. On m'a passé le premier Star Wars alors que je n'avais qu'un an, je m'en souviens plus, mais j'étais accro à toute la game. Ah là là. Et là c'est le moment où on parle de pourquoi est-ce que Utip a fermé par exemple. Oui, bah typiquement Utip, pourquoi est-ce que ça a fermé? Alors a priori, d'après les peu d'informations qu'on a, parce que ça restait assez obscur et on ne sait pas qui tient exactement, on va dire, une certaine responsabilité tant que ça dedans. A priori, d'après les informations qu'on a, vous avez donc un prestataire de service qui s'occupait pour Utip de récupérer les fonds et les redistribuer, qui ne le faisait pas parce que dans leurs conditions d'utilisation, il y avait l'interdiction de faire du contenu porno, du contenu sexuel, de travailleurs du sexe, etc. Or, il y a une personne qui était sur Utip qui faisait, en l'occurrence, ce travail-là. Et donc du coup, le prestataire de service a totalement bloqué son service, ce qui fait que Utip n'était pas non plus en mesure de récupérer son argent pour eux et donc financer Utip, permettre à l'entreprise de continuer de vivre en dehors du fait que les gens ne pouvaient plus récupérer leur pognon, ce qui est aussi un problème hein, en soi, et ce qui a amené donc le fait que l'entreprise a été clôturée. Derrière, effectivement, ça vient parce que notamment les politiques aux États-Unis, puisque c'est un prestataire de service qui est aux États-Unis, ont énormément ce genre de comportement, ce genre de loi, etc. Et donc ça vient clairement de là. On sait pas par contre si c'est vrai tant que ça, dans le sens où il y a quand même des éléments qui sont sortis qui montrent que les mecs de Utip, et le mec de Utip principalement, a quand même eu connaissance de tout ça pas mal de temps avant, qu'il y avait eu apparemment une personne, un litige qui a été réglé rapidement, que l'entreprise derrière de prestataire de service n'a pas voulu répondre ou quoi, enfin ça reste quand même relativement peu clair. Donc est-ce qu'il n'y a pas d'autres intérêts qui sont rentrés en compte au-delà de ça? C'est possible, j'en sais rien, hein, parce que justement ça reste un peu obscur et ça semble quand même un peu léger de voir une entreprise couler juste parce que pendant quelques temps il y a eu une travailleuse du sexe qui était sur la plateforme et qui dès qu'il y a eu le problème qui a fait jour a été mis dehors en fait, hein, encore une fois. Donc c'est assez étonnant, mais après c'est possible. Ça reste complexe d'avoir les tenants et aboutissants de l'histoire, mais ça a eu un rôle clé dans la putophobie. Ça a eu un rôle clé, la putophobie, visiblement. Ouais. Précis, je me permets d'utiliser le terme parce que c'est celui que je vois les TDS utiliser. Après, on peut juste dire simplement discrimination envers les TDS, hein, pour rester sur un terme plus. Enfin, une expression plus neutre. Je continue avec la suite. En quoi cette quête accomplie de l'autodétermination? Tous les processus de justice transformatrice visent à un empuissantement des personnes, sont fortement basés sur l'autonomie des personnes, les structures ou guides n'étant là que pour accompagner la gestion du mal commis ou l'évitement de celui-ci. C'est littéralement dit à tous les niveaux, c'est l'autodétermination individuelle et collective qui est visée dans les processus. Et leurs définitions de l'autodétermination sont approximativement les mêmes que celles du champ de la SDT. Donc c'est la SDT, j'ai plus l'acronyme, mais en gros c'est les thérapies de l'autodétermination quoi. Parce que là c'est en anglais, SDT il me semble. Mais bref, en gros c'est toutes les théories qui sont travaillées dans le champ de la recherche sur fournir un cadre, la Self-Determination Theory, merci, voilà. Là, donc littéralement la théorie de l'autodétermination en français. Et il me semble aussi que c'est un truc dans ce goût-là, mais je préfère pas dire de bêtises. Éventuellement s'il y a V6 qui est dans le coin encore, là, c'est la bonjour. Et bien décidément, bienvenue.
Rotenskull-BARTSK Je sais, vient je aider la sais. forêt avec 7 spectateurs. On a voulu baisser le son et on n'a pas tout à fait réussi tout à l'heure. Donc oui, les sons des alertes sont forts. Je suis passé de 70% du son à 10% du son et ça n'a pas changé grand chose. Voilà, donc je suis désolé. Sorry. Malheureusement, il faudra que je retravaille en off stream encore. Ça fait plusieurs fois que je les baisse et c'est toujours un enfer. Bonjour en tout cas, beaucoup à toi Rotenskull. Décidément, tu me raides souvent ces temps-ci. Merci beaucoup. J'espère que la matinée s'est bien passée, que c'est une matinale effectivement chill avec du coup devinette entraide, matinale chill et backseat et culture G. Voilà, j'espère que ça s'est très très bien passé. Ça marche, désolé du coup si je fais le relou. Non, non, pas de problème. C'est vrai que les alertes sont très fortes. Et comme vous n'êtes pas forcément là au moment où on a déjà fait le constat que les alertes étaient très fortes, bah, vous pouvez pas savoir qu'on a déjà regardé pour essayer de les réduire et que ça n'a pas marché. Voilà. Je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas fonctionné. N'est-ce pas toujours est-il que du coup, bah, bienvenue à vous tous déjà, mettez-vous bien. On est en train de parler de justice transformatrice et d'autodétermination. Nous avons fait de la lecture de sciences humaines et sociales toute la matinée et donc bah, là il est 14h13, on vient de reprendre depuis je dirais à peu près 20 minutes grosso merdo la lecture. On est en train de parler donc de la justice transformatrice, de comment est-ce qu'on la met en place, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut sortir des cadres, notamment de l'État, des institutions, etc., pour essayer de s'assurer et de manière pérenne que les problèmes sociaux qui peuvent se présenter, de violence, etc., peuvent être mitigés, peuvent être contrôlés et s'assurer de sortir d'un cercle de violence parce qu'on constate de fait que malheureusement la police, la justice, la prison, l'État en général, malheureusement, ne font que mettre en place des cercles de violence qui se reproduisent encore et encore et encore, qu'ils sont très très loin de s'occuper notamment des victimes, en fait, au final ils en ont rien à péter, et que du coup ça ne répond pas aux besoins de notre société. Donc on essaie de trouver un petit peu des voies alternatives. C'est plutôt très cool, si vous ne connaissez pas, écoutez, installez-vous, mettez-vous bien. On a parlé de la place des robots et des IA dans la société, leur remplacement des travailleurs, c'était bien cool. Alors ça a été mon sujet d'étude il y a quelques années, précisément. Je devais faire normalement ma thèse dessus, sauf que bon, comme j'avais déjà expliqué sur ma chaîne il y a quelques temps, j'avais une prof qui était validiste comme jamais, et c'était elle qui devait être ma directrice de thèse, et du coup au dernier moment, en fait j'ai refusé, j'ai dit non, je me casse. Voilà, mais normalement ça devait être mon sujet de thèse, ça. Précisément, le fait de robotiser les entreprises et du coup de remplacement des tâches par des algorithmes, par des IA, par des robots, par des machines, etc. C'est rigolo. En tout cas, bienvenue à vous tous, installez-vous, mettez-vous bien. Je ne doute pas que c'était très bien comme matinale. J'espère que ici vous passerez un bon moment également. Si vous ne connaissez pas, donc moi c'est Résu, voilà, je suis Résurgence, je fais des lives de sciences humaines et sociales, de politique, de jeux vidéo, de jeux de stratégie gestion, parfois de RPG. Et puis voilà, installez-vous, mettez-vous bien, je continue la lecture. Donc, on en est là. Est-ce que leurs actions sont réellement autodéterminantes ? En tout cas, elles remplissent tous les critères. Au niveau de la proximité sociale, les acteurs de la justice transformatrice ne cessent de chercher à connecter les personnes les unes aux autres pour soutenir les survivants et la communauté, pour mener jusqu'au bout les processus de responsabilisation des abuseurs. Cette connexion sociale est valorisée aussi pour des raisons de sécurité. On ne l'a pas cité, mais il parle par exemple des stratégies des travailleurs du sexe entre eux, pour s'assurer que chacun ne risque rien, pour s'échanger de l'information, pour s'assurer de la sécurité de chacun. En termes de compétences, elle en transmet énormément lors du processus de responsabilisation, notamment les compétences socio-émotionnelles, les capacités à se relier à autrui d'une façon non offensive. Leurs méthodes sont extrêmement bien renseignées en psychologie. Ils ont une forte conscience de la question du trauma, de la communication adaptée à tout genre de profil, de la gestion de crises psychiques, de la question de l'addiction, des discriminations, de comment générer une ambiance pro-sociale qui s'oppose à la violence. Les processus de responsabilisation, par exemple, ressemblent presque à une TCC, une thérapie cognitivo-comportementale. D'ailleurs, ça c'est ce que j'ai fait pour régler mes problèmes d'agoraphobie à l'époque. Voilà, petit aparté, fut une époque lointaine, enfin pas si lointaine que ça, il y a une dizaine d'années, un peu plus. J'avais des problèmes d'agoraphobie et c'est par une TCC que j'en suis sorti. Voilà. Et Luigi, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. Au niveau de l'autonomie, tout la vise, tout la nourrit. Que ce soit la participation de la personne à l'organisation de son processus de responsabilisation jusqu'à sa responsabilisation finale, que ce soit le soutien aux survivants afin qu'ils puissent justement retrouver cette autonomie et cet empuissantement, notamment par la prise de décision, les demandes par exemple,
Même la démarche de masque, qui consiste à s'occuper de la rue avec des bonnes vibrations, est une façon de restaurer l'autonomie de la communauté, d'occuper le territoire d'une façon qui s'oppose intrinsèquement à la violence des gangs, la violence de la police. L'orientation contrôlée, elle est absente de ces modèles. Les acteurs de la justice transformatrice sont toujours tournés vers ce qu'il serait possible de faire de façon rationnelle. Par exemple, les membres du Philly Stand-Up qui parfois refusent certains suivis, sachant que ça leur ferait trop mal émotionnellement parlant au vu de la situation. Ils cherchent toujours à construire, y compris lorsqu'il y a des erreurs, lorsque les processus se désordonnent. Ils ont l'intelligence psychologique de ne pas rejeter les personnes qui feraient preuve d'orientation contrôlée, voire même estiment que c'est un phénomène normal à accepter pour ensuite mieux le surmonter. Lors de la définition des objectifs, ils laissent la personne exprimer les attentes les pires en termes contrôlants. Par exemple, le survivant qui souhaiterait la mort de l'offenseur, ou l'offenseur qui rejette toute la faute sur le survivant. Cela permet à la personne d'y réfléchir plus largement, de formuler de nouvelles propositions afin de décider. Il y a là presque un exercice émancipateur pour libérer les orientations qui pourraient s'appliquer à bien d'autres situations de choix. On a fait une séance de manucure avec les collègues de ce midi, donc j'ai des beaux ongles et en plus on a bien papoté et c'était cool. Bah c'est trop bien, c'est trop bien ça. Nous on a mangé, voilà, on a repris la lecture. Orientation autonome. Non seulement ils sont dans l'orientation autonome, mais leur processus vise à le reconstruire ou à le construire, et cela à partir d'une situation conflictuelle. Tout comme je le disais pour la justice réparatrice, j'ai l'impression que ces méthodes résolvent ce point compliqué de la SDT, donc de la théorie de l'autodétermination, où il semblait très difficile de sortir les individus de leur orientation contrôlée chronique, puisqu'ils étaient dans la défensive en environnement autonome. Ici, on a un pont, une médiation, un entre-deux qui permet aux personnes aux orientations possiblement sapées, les survivants pouvant être en orientation impersonnelle ou sous contrôle, de retrouver une orientation autonome, notamment grâce au processus de responsabilisation. Alors là je reviens un petit coup dessus, les orientations, qu'est-ce que c'est? Puisque là on est sur comment est-ce qu'on peut justement avoir de l'autodétermination, autrement dit comment est-ce que nous on peut avoir un minimum, aussi petit que ce soit, mais néanmoins voilà, existant, contrôle sur nos vies, sur la direction qu'on donne à nos vies, on a besoin d'être dans un cadre qui le permet. Parce que, encore une fois, nous sommes dans des cadres, nous sommes dans des systèmes qui, s'ils ne sont pas favorisants pour ça, vont totalement bloquer nos possibilités justement autonomes, nos possibilités d'autonomie. Même dans un processus qui est totalement fermé, dans un contexte qui est totalement fermé, techniquement on peut essayer de rajouter un peu d'autonomie, mais généralement le coût à payer est très très élevé. Plus on essaye de faire de l'autonomie dans des cadres qui sont justement contrôlants, plus c'est compliqué. On peut penser très basiquement, vous êtes dans une entreprise qui a donc un cadre extrêmement rigide, où vous avez peu d'autonomie, on vous demande de faire des choses qui sont assez inhumaines, de ne pas considérer justement l'humain de vos collègues, etc. Vous pouvez quand même faire en soi de l'autonomie en n'en ayant rien à péter, en décidant que quand même vous allez faire du lien avec vos camarades, à essayer justement d'aider autrui, de prendre en compte l'aspect humain, etc. malgré les demandes, on va dire, exprimées par la direction, etc. Le problème c'est que dans ce genre de cadre-là, vous pouvez en être puni, vous pouvez en être sanctionné. Donc bien sûr, c'est compliqué, c'est très compliqué, et plus les cadres sont rigides, plus c'est compliqué. Pour autant, là, ce qui est intéressant, c'est bien de mettre en avant que ces orientations, elles peuvent être à différents niveaux. Typiquement, des survivants, donc des gens qui ont subi quelque chose, du fait même qu'ils ont subi quelque chose, peuvent rentrer dans des cadres justement non autonomes, dans des cadres qui sont en orientation impersonnelle. Parce que quelqu'un est venu détruire une partie de leur vie, justement, ils ont l'impression qu'ils ne contrôlent plus, et ils vont se comporter tel que les autres s'attendent à ce qu'ils se comportent parce qu'ils sont victimes, alors même que c'est pas ce qu'ils veulent en soi. Et donc c'est pour ça aussi que c'est important de voir qu'on peut soi-même se mettre dans des cadres qui sont des cadres contrôlants, dans des cadres qui sont notamment d'orientation impersonnelle, parce que la situation, les contextes l'ont fait. Mais que du coup tout l'intérêt là notamment avec la justice transformatrice, c'est de permettre de redonner un cadre qui est un cadre autonome à ces personnes-là, notamment donc les victimes, mais pas que, parce que encore une fois, les personnes susceptibles de faire des violences peuvent être également des personnes qui ont fait des violences parce qu'ils sont dans un cadre où on leur a appris à faire des violences. Vous pouvez faire un parallèle très simple, vous prenez des violences par exemple racistes, vous pouvez vous rendre compte en travaillant un petit peu la question avec la personne qui a commis ces actions-là racistes, que en fait si cette personne a fait des actions racistes, c'est parce qu'elle est dans un groupe en fait qui est raciste, qui a poussé à ça, mais qu'en fait finalement si vous creusez un petit peu, vous vous rendez compte que la personne
elle n'a pas si envie que ça de faire des actions racistes. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus aussi, beaucoup plus tôt dans le livre, on avait vu que globalement, les motivations, on va dire, racistes, etc., les comportements racistes sont à maintenir activement. C'est-à-dire que si vous prenez un individu qui a un très haut score, notamment RWA en SDO, et donc qui a des actions et des idées qui peuvent être hautement discutables, on va dire, si vous l'épuisez cognitivement, et ben ses scores baissent. Parce que justement, il faut qu'il y ait des ressources allouées constamment pour maintenir ce système-là en place. Parce que ça nous est pas, on va dire, naturel de vouloir bolosser les gens. Parce que vous vous rendez bien compte qu'en face, c'est un individu. Il faut donc toute une construction sociale qui se maintient, qui vous fait dire que non, en face, ce n'est pas un individu, c'est un sous-humain, c'est un étranger, c'est ceci, c'est cela, peu importe. Toujours est-il que ce sont des idées qu'on va hiérarchiser en fait les personnes en face, et si on les hiérarchise, on peut donc estimer qu'ils valent moins, qu'ils sont moins, qu'ils ne sont pas comme nous, et donc à ce moment-là, on peut rentrer dans des actions violentes. Mais donc de fait, on voit bien que ce sont des cadres qui sont en fait contrôlants, et que si on peut les casser, si on peut redonner de l'autonomie, on le voyait un tout petit peu plus tôt tout à l'heure, il y avait un homme qui ne comprenait pas que les femmes étaient des individus et des êtres humains. C'est chaud, hein, mais c'est le fait, c'est le constat. Et à partir du moment où en fait, alors qu'il avait fait des violences sexuelles, à partir du moment où il s'est rendu compte que les femmes étaient des individus, étaient des êtres humains, doués de conscience, de sentiments, d'émotions, au même titre que lui, à partir du moment où il a constaté ça, il n'a plus pu faire des violences sur les femmes, parce que, en fait, elle était au même niveau que lui. Et donc il s'est rendu compte que ce qu'il lui faisait subir, à elle ou à d'autres, il pourrait le subir aussi, et que ça lui plairait pas. Ce ne serait pas bien. Et c'est pour ça que c'est important de reconstruire ces cadres autonomistes, on va dire. Autonomistes, ouais, je sais pas si c'est... Bref, un cadre en orientation autonome, ça c'est mieux. Parce que ça leur permet justement aussi de faire ces parallèles-là. Je rattrape ce que dit V6 parce que ça sera forcément pertinent. Orientation personnelle, c'est quasi égal à impuissance acquise. La personne ne voit plus les possibilités positives. A l'inverse, l'orientation autonome, c'est voir les possibilités enrichissantes d'une situation. Et l'orientation contrôlée, c'est ne voir que les aspects de domination et de soumission de la situation et pas le reste. Et du coup, c'est l'orientation des fachos. Mais on peut être en orientation contrôlée sans être facho. Oui, tout à fait, bien sûr. Parce qu'on est dans un environnement qui dicte ses règles. C'est pour ça notamment que tout à l'heure, je vous parlais des entreprises. Une entreprise n'est pas en soi fasciste. Enfin, je présume, j'espère quand même. Une entreprise va par contre être un cadre où il y a des dominations, des relations justement de soumission, de dominant, etc. Et dans laquelle vous allez justement être dans un cadre qui va être extrêmement contrôlé. Pour autant, vous ne serez pas dans un fonctionnement qui va être facho. Et vous n'allez pas vous être facho parce que vous êtes dans une entreprise. Je pense que beaucoup de gens en ont conscience quand même, j'espère. Mais merci du coup pour les précisions. Hop, je continue le texte. Ici, on montre des voies possibles d'autonomie, que ce soit dans la réparation décidée, qui empuissante le survivant, ou l'aide à surmonter les difficultés, ou dans la responsabilisation de l'offenseur, qui à terme lui offrira plus de choix de comportement, plus de possibilités pacifiques et bénéfiques. Au niveau de la motivation intrinsèque et de la motivation extrinsèque, la justice transformatrice répond à tous les critères pour maintenir la motivation intrinsèque, donc, qui appartient à la personne, et ne fait rien qui pourrait mettre en régulation extrinsèque, autrement dit qui vienne de l'extérieur. Au contraire, dans les ateliers ou les cercles, il y a un travail de déconstruction des introjections, le travail sur l'oppression internalisée par exemple. Les aspirations de ces initiatives, à savoir surmonter la violence, viser la libération, sont extrêmement intrinsèques, d'autant plus que tous ces mouvements le font parce qu'ils veulent le faire. Ils ne cherchent pas une récompense extrinsèque quelconque. C'est à ce point que, contrairement à la justice réparatrice, qui a été en quelque sorte promue depuis de nombreuses années, et qui est parfois vantée de façon un peu glorifique, je n'ai pas trouvé de quête de gloire dans ces mouvements. Ils laissent des traces écrites, dispersées un peu partout, à qui voudrait reproduire ces processus. Mais on ne trouve pas de profil qui terrerait une forme de popularité ou de célébrité égoïste. Ils sont en flow pour leur action. On le voit dans la table ronde, parfois en ligne sur YouTube. Leurs actions les motivent au plus haut point. Je reprends ici. Après les orientations à l'autonomie arrivent à faire fi des cadres contrôlants et se concentrer sur autre chose et entraîner les autres dans leur liberté, parfois aqueuse. C'est magique mais c'est très rare chez les personnes. Pour en avoir connu, ça sauve la vie au quotidien dans un cadre sapant. Tout à fait, et c'est pour ça aussi que tout à l'heure je vous parlais que notamment même dans un cadre qui est très contrôlant, je vous disais donc le cadre du travail, si vous avez par exemple des demandes formelles par la structure de travail d'être par exemple avec des comportements inhumains, vous pouvez tout à fait en avoir rien à foutre.
ça va avoir des conséquences potentiellement parce que c'est un cadre contrôlant et que les entreprises n'aiment pas trop qu'on les obéit pas. Mais vous pouvez essayer justement de faire notamment ce qu'on appelle du hacking social, là où V6 aura à mon avis beaucoup de choses à dire, qui est par exemple de détourner les outils de l'entreprise justement parce que l'entreprise est mauvaise, parce que l'entreprise a un cadre contrôlant horrible, etc. Vous allez utiliser ce qui est déjà fourni au sein de l'entreprise, dans la structure de l'entreprise, vous allez le détourner pour redonner de l'autonomie, pour redonner du sens et pour notamment soutenir du coup les autres travailleuses. Oui mais bon, ça fait quand même plaisir d'être reconnu un peu. Oui, mais ça c'est pas le propos. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le flow, alors j'aurais pas forcément facilité à faire une définition parfaite. Mais en gros, vous entrez en flow à partir du moment où vous êtes en phase avec ce que vous faites et que vous faites ce que vous faites parce que ça vous apporte du bien à vous, là, directement comme ça, mais sans que ça ait d'importance spécialement pour les autres. Voilà, c'est un état de concentration optimale, c'est que vous êtes à fond dans ce que vous faites, vous le vivez bien, et ça vous apporte justement un état bénéfique, vous êtes concentré, vous êtes focus sur ce que vous faites, et ça vous fait kiffer. Et c'est important de bien voir que du coup, en état de flow, vous vous en branlez en fait de est-ce que les autres à côté de vous vont dire ah là là c'est magnifique, c'est incroyable ce que tu fais, parce que c'est pas la finalité. Ce qui est important c'est que ça vous corresponde, que ça vous fait du bien, que vous êtes vous focus dessus. Ça demande d'être autonome, on ne peut pas être en flow s'il y a un chef chiant qui nous injonctive, oui, typiquement. Il y a une notion d'hyper-focus dedans, ça peut oui, enfin pour moi en tout cas je le vois comme ça, mais encore une fois j'ai pas forcément une très bonne description parce que c'est pas forcément une notion que je maîtrise particulièrement et que j'ai particulièrement travaillé. Donc pour moi il y a quand même personnellement en tout cas la notion effectivement de focus, mais je pense que peut-être que V6 pourrait préciser, c'est très similaire à l'hyper-focus, voilà. J'allais dire elle le maîtrise beaucoup plus que moi, donc peut-être que les réponses seront beaucoup plus pertinentes pour le coup. C'est comme ça que j'ai toujours compris perso, mais c'est vraiment pas la bonne définition, ouais. Voilà, c'est à peu près pareil. Je suis comme toi Solaris, je le vois à peu près comme ça, mais je sais pas si c'est pertinent. Après, moi, il y a aussi cet aspect, et pareil, je sais pas si c'est vraiment si pertinent que ça, mais pour moi, le flow, il y a ce côté plaisir personnel qui vient en ligne de compte. C'est-à-dire que t'es concentré sur ta tâche, tu es à fond dedans, mais surtout, tu es à fond dedans et tu te mets à fond dedans parce que ça te fait du bien, parce que tu kiffes ce que tu fais. Pour moi il y a cette notion de plaisir qui doit être là. Après je sais pas si c'est le cas, si c'est on va dire dans une définition un peu plus propre et de quelqu'un qui maîtrise la question, mais pour moi c'est vraiment un point qui est pertinent dedans, au même titre que le focus. Il faut que tu kiffes ta race à faire ça, faut que ça soit trop bien. Et c'est pour ça encore une fois que du coup tu n'es pas là pour te glorifier, tu n'es pas là pour être mis en avant ou quoi, et que même s'il y a des gens qui te mettent en avant à côté, ok très cool, très bien, mais je m'en branle. C'est pas le point important. Quand t'es en flow, tu kiffes ce que tu fais, t'es focus sur ce que tu fais, les gens le reconnaissent pas, ça change pas grand chose, tu le feras quand même. Parce que le point important, c'est ce que tu fais, pas ce qu'en pensent les gens. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Le flow est vraiment très satisfaisant en soi par moment. C'est exactement ça. En fait, limite si l'activité se finit, gagner des trucs est triste parce que ça signifie que c'est fini. Ouais, il y a un peu cet aspect là. Oui, c'est vrai, je le vois aussi un peu comme ça. Bon ça va, c'est que je suis pas trop loin de la bonne définition. Même si je suis pas trop compétente dedans, ça va. Et qu'on veut continuer parce que le plaisir est moment par moment, ouais. Mais pour revenir du coup sur ce que disait Axel, je pense qu'effectivement ça fait plaisir d'être reconnu pour ses actions, notamment qu'on fait des choses bien, et notamment des choses bien socialement pour le commun. Clairement, je pense que c'est important, mais je pense que ça vient dans un second temps. Et surtout, t'as pas besoin d'être personnifié. Là où c'est pas forcément le cas pour d'autres choses comme par exemple la justice réparatrice, je pense que typiquement tu dois avoir tout un tas de personnes, et on le voit notamment dans les milieux militants, vous savez, quand vous avez des gens qui se mettent en avant pour dire oh regardez à quel point c'est incroyable tout ce que je fais pour le bien commun et tout ça, mais on voit que c'est centré sur la personne. On voit qu'en fait il y a toute une construction dans le discours qui n'est pas pour mettre en avant des thématiques et des fonctionnements qui peuvent être largement diffusés en soi, c'est pas le problème, mais qui sont faits pour être justement partagés au plus grand nombre et dans l'idée d'aider un plus grand nombre. On voit que en fait c'est fait, même si ça peut remplir cet office là, pour montrer que la personne fait des choses incroyables, que la personne est une personne incroyable. Et c'est ça aussi qui me bloque beaucoup dans beaucoup de milieux militants, parce que justement on va constater ce genre de fonctionnement qui sont extrêmement discutables, enfin, en tout cas que moi je trouve extrêmement discutables. On voit que des gens font ça pour se mettre en avant et je trouve que c'est horrible. Mais clairement avoir des feedbacks sur son travail c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, et notamment des feedbacks positifs aussi. Des feedbacks négatifs peuvent être bien aussi parce que ça peut nous permettre de voir justement pourquoi est-ce qu'on comprend pas, pourquoi est-ce qu'on réussit pas, et du coup de pouvoir s'améliorer et du coup de pouvoir en kiffer. Mais ça c'est encore autre chose.
Ce pavé, je l'ai écrit en total flow. Je te dis pas la sensation de deuil quand j'ai fini. J'ai mis plusieurs mois avant de me remettre à la fin de cette activité. Et qu'importe le retour positif des gens, moi ce que j'aimais plus que tout, c'était être en dedans. Bah ouais, c'est vrai qu'en plus c'est un beau bébé. Hein. Donc une fois que t'as fini, ce sentiment de c'est fini. Ah ouais, je peux plus continuer. Alors je vais faire un écart parce que du coup je vais parler d'autre chose qui n'est pas du tout des sciences humaines et sociales. Enfin, oui et non. Ça me l'a fait sur un jeu de rôle. Et ça me l'a fait à moi et des amis dans un jeu de rôle en particulier. Nous avons fait un jeu de rôle avec un ami qui donc était le MJ. Pour une fois j'étais joueureuse, quel plaisir. On était 3 à jouer. Moi, Anémone, un autre ami et donc évidemment le dernier qui était le maître du jeu. Et on a fait ça sur l'univers de Dragon Age, qui est un univers d'heroic fantasy assez sombre mais qui est vraiment très cool. Et on a fait tout un arc narratif, on a fait à peu près 1 an de campagne, avec quand même un rythme assez régulier de une séance par mois, une séance tous les 2 à 3 semaines. Donc c'était vraiment assez récurrent quand on faisait des parties, et franchement on s'est éclaté. On s'est mis dans les personnages, c'était trop bien. Et il y a un moment donné où moi j'ai senti que c'était fini. Moi en fait j'étais dans le flow au cours de l'année, c'était trop bien, on s'est éclaté. Et il y a un moment donné où en soi on a fini un certain arc narratif, il y avait un arc narratif plus général qui continue à se faire, mais on avait fait un certain acte narratif, un certain développement notamment moi de mon personnage. Et à un moment donné, au bout d'à peu près 1 an, j'ai dit au MJ, je m'arrête là, j'arrête de jouer, je ne vais pas plus loin. Tu peux prendre mon personnage, t'en fais ce que tu veux. Moi j'ai fait ce que j'ai fait, je suis contente, ça me va, je veux pas le retoucher en fait. Je l'ai amené sur un certain arc narratif, j'étais bien, j'étais en flow quand je le jouais, et là j'ai senti que c'était fini, il fallait que j'arrête. A contrario, les 2 autres joueuses, donc Anémone et un ami, ont continué à jouer, ils ont fait quelques séances de plus, mais pas beaucoup, parce que justement ils sont arrivés dans ce sentiment-là que tu dis, ce moment où en fait ils étaient en flow tout au long de l'année, ils se sont éclatés autant que moi, on a vraiment trop kiffé, enfin cette partie de JDR, cette campagne de JDR était incroyable, mais ils voulaient pas lâcher. Ils voulaient pas lâcher alors que c'était fini, ça se sentait. Et il s'est passé, encore une fois, il y avait une histoire générale qui continuait, hein, mais il y avait une coupure, il y a quelque chose qui s'est fini. Et ils étaient vraiment dans ce côté un peu deuil, à ne pas vouloir lâcher l'univers et du coup à vouloir continuer à faire des trucs. Mais ça, c'était pas dedans. Et du coup, ils ont pas fait beaucoup de séances. Ils ont fait peut-être 2-3 séances et ils se sont arrêtés finalement. Parce qu'ils ont senti que vraiment c'était fini. Mais il y a eu un côté un peu, justement, tristesse, un peu deuil en mode putain, c'est fini. Et même si t'essayes de le maintenir un peu en vie, même si t'essayes de réécrire un petit peu, de refaire un petit peu des trucs, ça marche pas. C'est fini. Le flow s'est arrêté, c'est trop tard. Et c'était un peu triste pour eux. Moi, je l'ai mieux vécu parce que vraiment, j'ai senti que stop. Je l'ai senti, du coup je me suis arrêté là. Et du coup je pense que je l'ai mieux vécu qu'eux parce que j'ai pas tenté de ranimer le cadavre un peu. Alors que eux ils ont essayé un petit peu de mettre des coups de bâton dans le cadavre en mode allez vas-y bouge un peu. Et non c'était fini. Donc je pense qu'ils l'ont peut-être un peu plus mal vécu. Moi ça va, ça m'a fait bizarre hein. Ça m'a fait bizarre après 1 an à me mettre autant dans ce personnage et tout. De l'arrêter ça a été compliqué. Mais ouais, j'ai senti que c'était stop, voilà, on avait fait ce qu'il fallait. Mon personnage est arrivé là où il fallait, on avait fait certaines constructions, notamment sociales, etc. Il fallait pas aller plus loin. Et vraiment pour moi c'était typiquement du flow. Ça pour moi on était typiquement là-dedans. Je recherche de retour plus pour avoir des feedbacks de mon travail qu'autre chose. Oui ça s'entend, c'est normal. 5 ans de plus de plaisir et c'était fini. Ouais. Avec les jeux que j'aime trop, jamais je finis la quête principale parce que ça me rendrait trop triste. Aucune satisfaction à terminer un jeu. Anémone fait pareil. Anémone est toujours très très triste pendant quelques semaines après avoir fini un jeu. Là notamment elle a fait... Alors elle a mieux vécu... Divinity 2 Original Sins, enfin Divinity Original Sins 2, un truc comme ça, qui est donc un jeu d'Heroic Fantasy tactique, qui est très bien en soi, mais elle a préféré l'histoire du 1, elle a mal vécu le 1, là où le 2 elle l'a fini, et ça fait bizarre, mais ça va parce qu'elle s'est moins accrochée au final à tout ce qui se passait dans le jeu. Par contre le premier, on l'a fait ensemble en duo, on l'a fini. On a été mal, hein. On a été mal. Elle a été vraiment très très mal, Anémone, plus que moi parce qu'elle s'investit beaucoup plus, je pense, dans les univers comme ça. Mais elle le vit toujours très mal quand on finit un jeu. Quand elle a fait par exemple, comment il s'appelle, Undertale, pareil, quand elle s'est arrêtée après avoir fini Undertale, elle a été très très mal pendant quelques semaines parce que bah voilà, elle était dans le jeu, elle était à fond, et puis à un moment tu finis l'histoire et c'est fini. Et tu peux relancer une partie ou quoi, ça sera jamais pareil. C'est fini, tu l'as fait. C'est trop tard.
Et vraiment, tu sens que t'es sorti du truc, quoi. Et ça tend un petit peu. Faut savoir le moment où ça se finit, sinon on persiste quelque chose et ça passe pas. Avec le jeu vidéo, ça peut faire ça. C'est un peu comme une mécanique d'addiction. On cherche le plaisir encore et encore alors que la source est tarée. Ouais. Carrément. Je refocus sur le livre. Donc j'en étais à ici. La justice transformatrice correspond aussi à tous les critères qu'on a pu voir dans l'extension sur la personnalité altruiste, dont la création d'un environnement extensif, les compétences socio-émotionnelles, la compassion. La principale difficulté semble être le manque de moyens humains et matériels. En conséquence, certains activistes peuvent être fatigués, les mouvements s'étioler. Dans Beyond Survival, certains expliquent comment ils ont pu, passionnés, en faire trop jusqu'à l'épuisement, sans penser à leurs besoins, sans penser à se protéger. Malheureusement, peu de chercheurs ont suivi ces processus et ont rendu compte en détail comment cela a pu être fait pour la justice réparatrice. Ainsi, il est difficile d'en savoir plus sur l'efficacité de ces programmes. L'activisme est une part très importante de leurs œuvres. Ils centrent donc, en conséquence, leurs propos sur les concepts, la philosophie, en quoi la justice transformatrice s'oppose ou règle des problèmes systémiques. Ainsi, il m'a été parfois difficile de trouver des observations concrètes afin qu'on puisse en avoir les détails. Mais ces exemples démontrent qu'il est possible d'agir d'emblée, sans attendre passivement un changement institutionnel qui pourrait prendre du temps ou ne jamais arriver. On peut d'ores et déjà œuvrer à créer un environnement sécurisant, prévenir le mal, le réparer, le transformer. L'ingrédient fondamental est le lien. Il reconnecte le survivant à des liens sécurisants et bénéfiques, apprennent à l'offenseur à en créer sans offense, préviennent la rupture de liens dans le collectif et dans des situations plus larges. Ils font de la bonne ambiance sociale un vaccin contre la violence de la rue, qu'elle provienne de gangs ou de la police. Plus globalement, ils participent sans conteste à créer plus d'autodétermination individuelle et collective, leur méthode étant parfaitement adaptée à cette visée. Cependant, ce travail social peut être rendu difficile par le manque de moyens, le surmenage. Très clairement, la justice transformatrice ne se substitue pas encore aux institutions habituelles, mais elle en constitue parfois une alternative. Et bah, pas mal. Et on arrive à la partie d'après, base, but. Les buts intrinsèques ou extrinsèques. À force d'être dans certains environnements sociaux, nourrissants ou frustrants, les besoins psychologiques fondamentaux, l'individu va développer des buts, des aspirations, des objectifs liés à sa frustration ou au contraire à son autodétermination, car les environnements sociaux l'ont suffisamment nourri. Les buts sont plus ou moins intrinsèques, plus ou moins extrinsèques. C'est ce qu'étudie cette mini-théorie de la SDT, la GCT, la Goal Content Theory, la théorie des buts, des aspirations de vie intrinsèques ou extrinsèques. Qu'est-ce qui différencie des buts extrinsèques des buts intrinsèques ? Au cours de la vie, la personne développe et suit des buts qui seront davantage menés selon des raisons intrinsèques ou extrinsèques. Les buts intrinsèques. Ce sont des buts autotéliques, poursuivis par motivation intrinsèque, pour eux-mêmes. Faire de la musique, car on aime la musique. Nouer des relations, car on aime les personnes, etc. Des buts de dépassement de soi. Agir pour rendre le monde meilleur, pour apporter quelque chose à l'environnement social, pour réduire la pauvreté, pour résoudre des questions qui peuvent préoccuper d'autres humains, pour apporter du bien-être aux autres, etc. Non liés à l'ego. Dans le modèle général, ces buts intrinsèques sont connectés à l'autonomie, aux besoins fondamentaux satisfaits, à des environnements sociaux soutenant les besoins, à une motivation autonome, motivation intrinsèque, à régulation intégrée ou identifiée ouverte. Ces buts sont connus par les chercheurs en soumettant les questionnaires AI, Aspiration Index, dans lesquels les personnes notent l'importance qu'elles accordent aux différents buts. Une personne ayant des buts intrinsèques donnera plus d'importance à ses buts, aider les personnes qui ont besoin d'aide, avoir des relations sociales profondes et durables, connaître et accepter qui je suis vraiment, faire du monde un endroit meilleur. On n'était pas loin de la CGT. Non. Non, pas la CGT. Le but extrinsèque, ce sont des buts parfois nommés auto-amélioration, visant à être riche, à avoir un statut considéré supérieur, à dominer, à obtenir de la gloire, de la renommée. Bravo Macron. Tu arrives dans la dernière partie des buts, qui est pas la plus grosse, et après ce sera fini. Ça y est, on arrive à la fin. Waouh. Ça va me faire bizarre ça aussi. Ça va me faire bizarre là, attends. Tu veux dire qu'après 1 an et demi de lecture, ça y est là on est sur la fin. Ça va être bizarre hein. Ça va être bizarre.
Ça veut dire quoi? En gros, encore peut-être 2 lives et c'est fini? Peut-on dire qu'on touche au but? Elle est bien, elle est bien, elle est valide. Elle est très très bien. Ok. But donc extra sec, on était sur un point but macroniste, hein, on était vraiment bien. Donc être riche, avoir un statut supérieur, dominer, obtenir de la gloire, de la renommée, voilà, tout est là, très bien. Les activités sont faites pour leurs résultats extra secs, par exemple faire de la musique pour devenir connu, avoir le statut de star, nouer des relations pour accéder à un poste au statut supérieur, etc. Ici, l'individu veut faire des choses ici pour son ego, qui est déterminé par la frustration de ses besoins psychologiques fondamentaux. Comme ses besoins n'ont pas été comblés, qu'il a pu être blessé dans son ego, il tente de gagner un peu de valeur ou d'estime de la part des environnements sociaux en brillant. Ces buts entretiennent paradoxalement des environnements sociaux nuisibles, car suivre ces voies, c'est leur obéir, et donc c'est valider leurs visées et leurs actions, et entretiennent ainsi le fait de mesurer la valeur d'une vie selon des indicateurs extra-secs, le tout dans une sorte de hiérarchie sociale. Ne faites pas ça. Voilà, concrètement, ne faites pas ça, pitié. Arrêtez. Arrêtez. La valeur sociale n'est pas déterminée par les thunes ou je ne sais quoi, c'est débile. C'est débile. Vraiment, pitié. Dans le modèle général, les buts extra-secs sont connectés à la frustration des besoins, à des environnements sociaux contrôlants, autoritaires et ou pseudo-libres, aux motivations contrôlées, motivation extra-sec, régulation externe, introjection. Comme l'individu est sous contrôle de l'extérieur, il tente de se défendre et de combler ses besoins en tentant de répondre aux attentes de l'extérieur, en adoptant des buts extra-secs, en gagnant des signes superficiels de réussite. Paradoxalement, c'est se soumettre, se conformer, valider, légitimer les structures des environnements sociaux contrôlants qui le placeraient en haut d'une hiérarchie sociale. Dans le questionnaire AI, les personnes auront tendance à donner de l'importance à ces buts, voir mon nom apparaître souvent dans les médias, que les gens soient impressionnés par mon apparence, être admiré par beaucoup de personnes, réussir à paraître tout le temps jeune, être riche. T'as demandé à Macron de répondre à ce test ou pas? C'est le genre de réponse qui nous sortirait, hein. J'ai fait exprès de mettre cette partie à la fin, au début je l'avais pas placée là, mais je voulais terminer en beauté. Tellement important cette question des buts. Après une personne a quand même un mélange des deux buts avec un prédominant, je suppose. Bah ouais, je pense que ça va dépendre des activités. Il peut y avoir plusieurs buts contradictoires pour la même activité. Ouais, ça m'étonnerait pas. Faut pas oublier un truc, j'ai tendance à vous refaire un focus dessus régulièrement, mais on a beaucoup trop régulièrement tendance à vouloir simplifier les causes et à se dire si je fais ça c'est pour ça. Or c'est faux. On a toujours tendance à faire ça parce que en fait ça et ça. Et en fait on a toujours plein de choses qui vont expliquer le pourquoi de notre comportement. Le pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et donc de fait, il faut bien avoir conscience que des buts, on en a plein constamment pour un même truc et qui peuvent effectivement, comme dit V6, potentiellement être contradictoires parce que on est en train d'évoluer dans différents cadres qui nous ont appris différentes choses et notamment vous avez forcément grandi dans des cadres notamment contrôlants qui donc notamment vous ont fait avoir des motivations, des buts qui sont extra-secs, qui ne viennent pas de vous, qui viennent justement d'autrui, qui viennent de la société. On en a forcément des buts qui sont là, qui coexistent. Je pense qu'effectivement on a forcément des buts qui sont prédominants de fait. D'ailleurs vous avez une théorie que je vous ai déjà, alors ça fait un moment que je n'avais pas fait un focus dessus, mais il y a très longtemps sur la chaîne on me saoulait très régulièrement parce que j'avais beaucoup de raids de l'extrême droite à ce moment là, de la droite et de l'extrême droite, qui venaient en me disant très en mode gros cerveau, zététique, tout ça. Oui, mais un homme est un loup pour l'homme, tout ça, vous comprenez. En fait, on est tous égoïstes, même quand tu fais quelque chose de bien, en fait, c'est parce que t'es égoïste, etc. Et je vous avais du coup à cette époque-là fait un gros live focus dessus, je vous ai ressorti un certain nombre de recherches qui avaient été faites sur la question et qui montraient qu'en fait, concrètement, nous avons 3 grandes théories. Nous avons 2 théories monolithiques qui sont complètement débiles, qui sont la théorie de l'hédonisme, vous faites tout parce que ça vous apporte du plaisir. Vous avez la théorie de l'égoïsme, vous faites tout parce que ça vous apporte un avantage. Et enfin, vous avez une théorie qui est beaucoup plus pertinente et qui est actuellement celle qui est plutôt reconnue par le consensus scientifique, qui est la théorie pluraliste. C'est un point important, pluraliste de plutôt justement, alors je sais plus le nom, c'est la théorie, c'est pas générosité, enfin en gros c'est que vous faites des trucs parce que ça aide des gens, etc. C'est la théorie, merde j'ai oublié le nom. Oh là là, quelle tristesse, j'ai pas de souvenir. Attendez, je vais essayer de retrouver.
Théorie prosociale peut-être, mais c'était pas prosocial de tête, c'était un autre terme, un terme plus générique que j'avais lu. Mais en gros, l'idée c'est qu'avec cette théorie-là, qui est apparemment celle qui pour l'instant est retenue par du coup le consensus scientifique, en gros, eh ben, vous avez tout un tas de raisons de faire une action, et ce qui va déterminer en quoi est-ce que votre action elle est positive, négative, égoïste, hédoniste, que vous voulez, c'est en gros, alors je résume très gros, le pourcentage principal qui a décidé de la décision. Voilà, donc en gros, partez du principe que quand vous faites une décision, n'importe laquelle, vous avez 100% de raison de faire cette décision, sauf que ces 100% de raison de faire cette décision, en fait vous avez peut-être 20% pour ça, 20% pour ça, 20% pour ça, etc. Et donc du coup, on va tout simplement regarder le pourcentage le plus élevé ou l'ensemble de pourcentages le plus élevés qui vont dans la même direction pour dire, voilà, cette action, elle est principalement motivée par ça. Et donc du coup, dans cette théorie-là, on se rend compte notamment que, étonnamment, vous pouvez faire des actions qui sont égoïstes, mais parce que d'une certaine manière, en fait, ça va peut-être potentiellement aider quelqu'un. Ce qui peut être un petit peu paradoxal, mais non. Ou au contraire, vous pouvez faire une action qui est plutôt positive et sociale, sauf que en fait, vous vous rendez compte qu'en partie, également, ça va vous apporter un intérêt concret directement à vous personnellement égoïste. Mais c'est pas incompatible en fait, parce que justement, peu importe ce que vous allez faire, vous avez toujours tout un tas de raisons de faire n'importe quelle action qui vont coexister, parfois s'opposer, parfois pas, et qui vont expliquer pourquoi est-ce que vous faites vos actions. Et de fait, vous avez forcément, on va dire, des raisons majoritaires qui ont fait que vous avez pris du coup cette décision-là et pas une autre. Donc on a forcément des choses qui s'opposent. Et encore une fois, ça vient notamment parce que vous évoluez dans différents cadres sociaux. Ça va être votre famille, votre groupe de pairs, ça va être la société en général, ça va être par exemple des influences externes comme les films, les séries, bref, peu importe. Tout un tas de cadres dans lesquels vous coexistez, dans lesquels vous êtes tout le temps en train de baigner plus ou moins, et qui ont chacun des influences, notamment sur des motivations qui sont potentiellement extrinsèques, et donc qui viennent en fait prendre une place que vous allez considérer comme votre motivation, mais en fait qui viennent de l'extérieur. Pour autant, vous avez forcément aussi des motivations qui vous sont intrinsèques, qui sont issues de vos propres envies réellement, sans avoir été, on va dire, introjectées par autrui. Altruisme. Voilà, c'est ça, merci. Oui, les théories de l'altruisme. Exactement, merci beaucoup. J'ai eu du mal aussi à retrouver. Ouais, j'ai galéré. Je continue à rattraper. Du coup, Glissy nous dit: j'achète des trucs et les gens voient que j'ai des trucs et ils se disent putain, il a des trucs et moi aussi je voudrais des trucs. Je connais cette phrase. Je crois qu'on a même une alerte audio avec. On se rend pas compte, mais pour plein d'activités, on a des tas de buts, plus ou moins conscients, et tout l'art est de faire le tri et de décider. D'ailleurs, dans un registre différent, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec le fait de vouloir expliquer les comportements d'autres personnes en disant ses intentions c'est, parce que c'est toujours plus complexe et que je trouve pas que ça soit pertinent dans plein de contextes. Mais là, dans un contexte d'incompréhension, c'est différent. Après, j'écoute à moitié s'il le faut, je balance un truc un peu hors sujet. Non, je pense que c'est vrai. C'est pour ça aussi que j'ai souvent relativement peu tendance à dire « Ah, vous voyez, cette personne a fait ça dans ce but-là. » Parce qu'en fait, on n'en sait rien. Peut-être que oui en partie, mais peut-être que non en partie aussi. Et du coup c'est compliqué aussi, je trouve, effectivement, de partir du principe qu'on sait mieux que la personne autrui pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Bon après il y a des personnes qui effectivement font bel et bien ce qu'on s'attend à ce qu'elle fasse pour les raisons qu'on avait estimées. Ça c'est encore autre chose, mais c'est vrai que c'est toujours, je pense, un peu bancal de partir du principe qu'on sait ce qui a motivé une personne en face, parce que en fait non, déjà nous on a du mal à savoir ce qui nous motive, hein, on va pas se mentir. Vous avez probablement, tout comme moi et comme tout le monde, des moments où vous avez fait des actions et où si vous prenez le temps d'y réfléchir 5 minutes, vous allez vous dire alors attends, je crois que j'ai fait ça pour ça. Ah ouais, mais maintenant que j'y réfléchis, en fait peut-être pas. Non, en fait peut-être que c'est pour autre chose. Et puis en fait vous allez vous rendre compte que finalement votre motivation elle est pas si évidente que ça. La motivation, c'est une notion encore plus particulière quand tu es neuro A et que tu n'es pas motivé par les mêmes conditions que les neuros T. Oui, complètement, c'est vrai. Ça change pas la mécanique dans le fond, hein, mais c'est vrai. Je continue à lire. En quoi les buts intrinsèques ou extrinsèques sont-ils liés à la qualité de vie? Bah c'est simple, je vais faire un résumé dégueulasse. Si vous faites des buts extra-secs, vous êtes juste un connard de droite et donc vous serez forcément insatisfait puisque vous aurez toujours des injonctions à avoir plus, à avoir mieux, etc. que vous n'aurez jamais puisque du coup vous êtes de droite et donc vous êtes mauvais. Arrêtez d'être mauvais. Pardon, faut toujours que j'attaque la droite, hein, m'en voulez pas mais c'est instinctif chez moi, je n'aime pas. Je n'aime pas la droite. Voilà, je n'aime pas la droite. J'ai eu des problèmes où des gens pensaient que je faisais tel truc par malveillance alors que c'était juste une erreur ou un accident. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça aussi un point qui est important et que je mets souvent en avant. Alors là, je vais refaire un petit écho avec ce qu'on avait lu plus tôt.
Rien n'empêche un bourreau d'être une victime, rien n'empêche une victime d'être un bourreau, et bien souvent l'un et l'autre. C'est un truc qu'il faut jamais oublier. Parce que comme nous grandissons dans tout un tas de contextes différents, qui nous mettent tout un tas d'injonctions, totalement différentes, on peut avoir tout simplement des biais, ne pas voir ce qu'on fait, ne pas se rendre compte de l'horreur parfois de nos actions et de la portée de nos actions. Et ça c'est un truc qu'il faut vraiment pas oublier. C'est pour ça que c'est extrêmement pertinent de ne pas considérer les gens qui ont offensé quelqu'un comme des horribles monstres envers et contre tout, qui sont malveillants, etc. Ça peut être juste des gens qui n'ont pas compris, qui n'ont fondamentalement pas compris ce qu'ils faisaient, parce qu'ils ont été dans des contextes qui ne leur ont pas permis, jusqu'à présent, de développer cette vision-là. Bien sûr qu'il peut aussi y avoir des gens qui sont profondément des connards, et qui choisissent sciemment de faire des actions de connards, parce que ça les fait kiffer de faire souffrir autrui, c'est possible, mais même là, en vrai, si vous creusez un petit peu, vous allez vous rendre compte, je pense, assez régulièrement, que finalement, peut-être que cette personne qui prend plaisir à faire du mal à autrui, c'est peut-être parce qu'elle a grandi dans un contexte où on lui a appris ça comme code. Ou par exemple, elle avait un parent qui l'a tabassé et qui lui disait à chaque fois que c'est le seul moment où elle l'aimait, c'est le moment où elle lui mettait des beignes, voyez. Et du coup, vous avez un apprentissage qui est complètement pété et qui va produire des choses horribles et qui va faire que la personne va avoir un comportement qui va être horrible. Il me semble que dans beaucoup de cas, tu agis sans réfléchir de façon consciente et tu mets des buts à ton action après. Je suis pas forcément sûr de ça. Je pense que ça bouge beaucoup, je pense que ça dépend. Et je pense aussi qu'un autre truc, ça ne m'étonnerait pas qu'un certain nombre de fois, tu fasses une action avec un but précis, ou avec des buts précis, et que, à contrario, plus tard, parce que tu as fait cette expérience, parce que tu as fait cette chose, parce que tu as vécu des trucs, tu as une manière de penser qui est un peu différente et qui fait que quand tu vas faire l'introspection et repenser à ce que tu as fait et le pourquoi tu l'avais fait, tu vas peut-être y accoler une autre étiquette. Parce que tu as changé entre temps, parce que tu as vécu notamment la décision que tu avais prise, etc. Ça ne m'étonnerait pas tant que ça. C'est une question que je me pose souvent parce que l'acte sans réfléchir est déterminé par truc et il y a des buts derrière, oui. Alors, attention, ne vous inquiétez pas, c'est normal ce que je vais faire. Bonjour Déménéménéménéménis. Est-ce que ça va? Est-ce que t'as des pizzas? Est-ce que tu es Domino's? Ne m'en veux pas, je fais comme sur ta chaîne, t'as vu? Je m'acclimate. Jamais je me moque. Franchement, se moquer, ce serait mal, ce serait honteux. On ne fait pas ça. Comment tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? J'espère que oui. Agir par réflexe, automatisme et rationaliser l'action après, c'est très courant et normal. Oui, je pense qu'il y a ça aussi effectivement derrière. Mais même quand vous faites une action par réflexe, par automatisme, il y a des raisons et des buts derrière. C'est juste que vous n'avez pas forcément conscience, je pense. Ne serait-ce que combler un besoin. C'est un but, par exemple, je me jette sur la bouffe parce que mon organisme a la dalle. J'ai pas réfléchi, mais il y avait bien un but. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai soif, donc je vais boire. Voilà, parce que c'est un but de boire. Alors, du coup, je vais faire un shout-out. J'en profite. Tant que j'y suis. Hop. Vous avez quelqu'un qui a un pseudo magnifique qu'il faut surtout très mal prononcer. Donc voilà, vous avez un petit shout-out. Je vous propose très fortement d'aller mettre un petit follow. Bon, je vous ai déjà raid là-bas normalement. Mais si jamais vous avez envie d'aller mettre un follow, c'est toujours cool. On fait des choses bien. Et le point principal, c'est surtout que je vais vendre sa chaîne. Voilà, donc attention. Je vais essayer de vous donner envie d'aller voir. C'est une chaîne où on va regarder des trucs très très cringe. On va faire des jeux très très cringe et très malaisants avec plein de violences sociales et sexistes à plein de moments, genre des jeux de séduction. Et en plus, on va systématiquement mal vous appeler et toujours utiliser un mauvais pseudo qui est plus ou moins ressemblant au vôtre. Avouez que vous avez envie d'aller voir. Hein? Je sais vendre les chaînes des camarades. Ouais, je sais, c'est mon talent. C'est mon talent, m'en voulez pas, c'est une forme d'art, voilà, je pense que c'est important. Je m'absente, bon live à tous et merci Résu de quoi bon après-midi, merci beaucoup d'avoir été là, merci à toi pour ton livre surtout. Moi je fais que le lire et raconter des bêtises, hein, je fais pas quelque chose de très pertinent. Mais en tout cas, une excellente fin de journée si on ne se recroise pas. Et peut-être à la semaine prochaine ou à la semaine suivante pour la fin du coup si on arrive à enfin. Oh, ça va me faire bizarre de finir le livre. Oh là là. Ça me fera moins bizarre que toi quand tu l'as fini, mais ça va me faire bizarre aussi. En tout cas, passe une excellente journée et du coup la bise aussi à Shaika, bien sûr. Et du coup voilà, j'ai bien vendu la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas, mettez un follow chez Domino's, Des mineurs c'est bien aussi, voilà. C'est pas du tout un terrain miné, donc allez chez Des mineurs.
C'est bien comme ça, c'est vendeur comme slogan. Je pense que c'est pas mal. Déménir peut-être aussi. Ah, déménir aussi. Ouais, non, mais je pense que j'ai bien vendu la chaîne. C'est mon talent personnel, encore une fois. C'est voilà, je suis doué. Tu es démuni. Exactement, exactement. Du coup, pour ceux qui arriveraient, nous sommes donc en pleine lecture de En toute puissance, un livre donc qui est écrit par V6 qui était avec nous jusqu'à il y a très peu de temps. Nous sommes en train de apparemment lire la dernière partie du livre. Nous sommes sur les buts intrinsèques et les buts extrinsèques, autrement dit les buts qui sont avec des motivations qui vous sont propres, qui vous viennent de vous, de vos envies. A contrario, les buts extrinsèques, ce sont les buts, les motivations qui viennent de l'extérieur, qui vous ont été introjectées, qui vous ont été données par les conditions, etc., mais qui ne sont pas forcément ce que factuellement vous voulez vraiment, véritablement, mais que vous avez fait votre par pression, etc. Et donc, pour faire vraiment très propre, pour finaliser, les buts intrinsèques, c'est quand vous êtes quelqu'un de qualité, et les buts extrinsèques, c'est quand vous êtes un droitos et qu'on vous aime pas. Voilà. Ne soyez pas de droite. Soyez quelqu'un de bien. Soyez quelqu'un avec des buts intrinsèques. Et je continue la lecture du coup. Plus les personnes ont des buts extrinsèques, plus elles les priorisent sur d'autres, et plus elles vont mal. Voilà, en plus vous serez malheureux. Vous serez de droite, déjà c'est honteux, et en plus vous serez malheureux. Soyez pas de droite, pour votre propre bien, vraiment, hein. Plus les personnes ont des buts intrinsèques, et plus elles vont bien. Voilà, soyez de gauche. Et vous serez heureux dans la vie. Bon, vous serez un peu dépressif sûrement, parce que vous verrez l'état du monde, et voilà, ça met un peu en dépression. Mais vous serez heureux, je vous jure. Ou que t'as pas eu une enfance heureuse et que t'essayes de compenser. T'es trop radical. Ouais. Cette frustration de pas pouvoir écrire mes conneries en l'heure que course, je suis désolé Octoben. J'avoue que pour les gens qui m'écoutent juste en mode radio la journée, et que vous êtes en train de travailler, que vous êtes en train de faire des courses ou quoi, et que moi je suis là en train de sortir mes grosses conneries, on sera dépressif ensemble, et ça c'est mieux. Voilà, on se soutiendra dans le fait que on va pas bien. C'est beau, c'est beau. Et en vrai, si, c'est vrai, hein, quand vous êtes malheureux, mais que vous êtes malheureux ensemble, vous pouvez vous soutenir. Et ça aide drastiquement de partager et d'échanger avec des gens qui comprennent ce que vous vivez. En vrai. Voilà, dépressif United, exactement, voilà. Ouais. Bah non, à droite, la dépression, ça n'existe pas. À droite, c'est à cause des wokistes. Donc ils peuvent pas être, eux, malheureux, tu comprends ? Et c'est pas des conneries de dire qu'être de droite ça rend malheureux, c'est vrai en plus. Non, parce que moi je suis en train de faire des conneries, là je suis en train de vulgariser très salement, mais en vrai, factuellement, quand vous reprenez les études, qu'est-ce qui va montrer que vous êtes de droite ? C'est notamment si on vous fait passer des échelles comme le RWA ou le SDO. Autrement dit, le right-wing autoritarisme ou le... ah putain, je l'ai en français, bref, l'autoritarisme de droite et l'orientation à la dominance sociale. Autrement dit, quand vous estimez qu'il faut de l'ordre, et surtout de l'ordre, et pas des étrangers et tout ça, et de l'autre côté, quand vous estimez que vous êtes l'élu au-dessus de tous, vous êtes Anakin et vous valez mieux que tous les autres. Voilà, quand vous avez en plus malheureusement le combo d'avoir un haut score sur les deux échelles, alors là vous êtes vraiment le pire individu que l'existence a pu faire apparaître. Je pense que vous êtes sur un Macron, hein. Je pense que voilà, vous êtes sur ce niveau-là d'individu, donc des gens qu'on n'aime pas. Et il se trouve que ces gens-là sont malheureux, parce que du coup, vous êtes tellement jamais en train de vous écouter, vous êtes tellement tout le temps en train de maintenir des constructions sociales délétères, violentes, etc., que vous passez un temps phénoménal à vous nier, à vous ne pas vous écouter, à vous pourrir la santé, à attaquer les autres, et du coup vous êtes littéralement malheureux. Et plus vous êtes malheureux, plus vous renforcez ces mécanismes-là, ce qui est quand même assez phénoménal. Donc vraiment, arrêtez, c'est pas bien pour vous, ne faites pas ça. La différence c'est qu'à gauche les gens disent j'ai une dépression et de l'anxiété sociale, à droite ils disent je suis pas un fragile. Même chose et résultats différents. Oui. De toute façon, les gens de droite, elles vont te dire qu'elles peuvent pas être privilégiées parce que des fois, elles sont tristes. Mais oui! Et t'es là, tu fais, mais oh putain. Flemme, hein. Ça rend triste, surtout si t'es prolo de droite. Pas sûr que les bourges de droite soient tristes. Si, on a constaté que, en vrai, quand on fait passer des échelles de mesure, ils sont pas très heureux. En fait, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est un fait. Ça permet de ne pas penser au fait que vous êtes malheureux, mais si tu leur fais passer des échelles, en fait, pour tester vraiment fondamentalement, si tu leur fais tout simplement l'exercice où ils doivent prendre le temps de faire un état des lieux,
Et bah là, tu te rends compte que c'est très très bas. L'estime de soi est catastrophique parce que toute la construction sociale d'une identité sur les pensées, on va dire de droite, c'est notamment le paraître, c'est notamment tout ce qui n'est pas l'individu, mais ce qui l'entoure, les biens sociaux, etc. Et donc du coup, en fait, leur estime d'elle-même, elle est catastrophique, elle est pourrie. Et donc du coup, dès que tu vas creuser un petit peu et que tu vas les forcer à creuser, à juste penser ne serait-ce que 5 minutes, ils sont tristes, ils sont mal. Donc non, vraiment, soyez pas de droite pour votre propre bien. Voilà. Être de droite, c'est dire à sa copine « Ah, tu t'es encore fait avoir alors qu'elle a donné de la monnaie à un sans-abri. Je l'ai largué, vous inquiétez pas. » Oh non. Oh non. Non. Une fois, j'ai donné un pack de bière à un sans-abri qui me l'avait demandé. J'ose pas imaginer la réaction de mon ex de droite. Oh bah il t'aurait dit, ah tu vois tous ces profiteurs et tout. Et de toute façon, s'il voulait sa bière, il avait qu'à sortir et travailler, se prendre en main, parce que la méritocratie... On connaît, hein, on a l'habitude à force, hein, donc bon, voilà. Faut mettre ça sur le bulletin de vote alors comme sur les clopes. Attention, être de droite rend triste. Mais en vrai, la dernière fois on rigolait de ça. Je pense notamment pour des ministres qui ne devaient pas être là et peut-être d'autres gens du chat qui ne devaient pas être là. Il y a quelques temps, alors ça date un petit peu, sur un live lecture donc de En toute puissance, le livre qu'on est en train de lire, on était tombé sur les études qui montraient un truc très drôle. Les pensées du coup de droite et d'extrême droite sont des processus cognitivement maintenus. Autrement dit, on avait constaté qu'en fait, si tu épuises cognitivement les personnes et que tu leur refais passer les échelles, ils ont des scores nettement plus bas. Ils sont vachement moins racistes, vachement moins sexistes, etc. Parce que c'est un effort conscient de maintenir ce mode de pensée où on estime que des humains valent moins, etc. Et du coup, la dernière fois, on est parti en délire dans le chat en se disant, vous imaginez s'il y a une condition qui est qu'avant tout conseil des ministres, tu dois faire 3 heures de tests ultra compliqués de mathématiques, etc. Avant tous les conseils des ministres. Avant de rentrer dans l'Assemblée générale, dans l'Assemblée nationale, t'es obligé de faire 3 heures de tests mathématiques ultra compliqués. Comme ça, tu les défonces cognitivement. Et du coup, ils sont forcément moins racistes et moins de droite. Parce qu'ils n'ont pas pu dépenser des ressources pour suppresser leurs émotions et suppresser du coup le fait que les gens en face, c'est des gens comme eux. Ce serait incroyable. T'imagines du coup, on tomberait sur des politiques. Imaginez le truc, la campagne politique où les candidats font campagne pour faire élire le mec d'à côté parce qu'ils veulent pas être élus, parce qu'ils savent qu'il y a des partiels littéralement tous les jours. Non, mais votez pas pour moi, je suis un connard. Non, votez pour lui. Lui, il est vachement bien. Non, je vous jure, en plus, vraiment, il pense à vous. Moi, je suis une pourriture. Non, franchement, votez pas pour moi. Arrêtez. Et à côté, t'as l'autre candidat qui te dirait pareil. Non, mais je fais que des erreurs. Je suis vraiment pas bon. Je sais pas gérer le côté humain, tout ça. Alors que le candidat opposé, franchement, c'est une perle. Vraiment, votez pour lui plutôt. Ce sera incroyable. Ce serait incroyable, ce serait tellement drôle. Ce serait tellement drôle. Purée, c'est bon à savoir parce que moi j'avais le biais que c'est justement parce qu'elles font zéro effort de réflexion qu'elles rabaissent d'autres personnes. Et ben non, c'est tout l'inverse. En fait, naturellement, on va dire, il se trouve, alors naturellement avec des gros guillemets parce que j'aime pas naturellement, mais bon, on se comprend. Il se trouve que maintenir l'idée et suppresser du coup les capacités émotionnelles envers autrui, c'est forcément une construction sociale qui se tient, mis à part quelques cas extrêmement rares de personnes qui ont, pour des raisons de santé, notamment mentale, pas accès à ça. La grande majorité des gens qui du coup vont suivre des mouvements, notamment sociaux extrêmement violents, etc., qui ont des comportements toxiques, etc., le font parce qu'ils sont dans un modèle de pensée qu'ils maintiennent. Alors après, quand je dis conscient, façon de parler, c'est-à-dire que c'est un effort cognitif. Ils n'ont pas peut-être sciemment dans leur tête en train de se dire je vais faire exprès de ne pas croire que tu as des émotions. Tu vois, ils sont pas non plus là-dessus. Mais par contre, il y a un vrai effort, il y a vraiment une partie de leur cognition, en fait, de leur pensée, qu'ils n'ont pas forcément de manière consciente, encore une fois, mais qui est là constamment en train d'alimenter cette machine et de la maintenir. Et c'est pour ça que c'est super intéressant de voir que quand tu les épuises mentalement, alors il faut y aller, qu'on soit d'accord, il faut vraiment y aller avec des tests vénères. Dans les échelles de mesure qu'ils avaient testées, les expériences où ils l'ont fait, ils ont vraiment fait des gros tests, des maths bien compliqués, bien ardus, qui durent pendant 3 heures, et ainsi de suite, où vraiment, voilà, là on va te sécher, ton cerveau il en peut plus,
Il aura qu'une envie, vraiment, c'est de dormir dans un coin et dire stop, arrêtez. Mais à ce moment-là, bah, t'as plus assez de ressources justement pour pouvoir maintenir tout ce système de pensée où en fait tu vas t'empêcher de ressentir de l'émotion par rapport aux autres. Exactement, en fait tu débranches l'empathie. Tu débranches l'empathie et ça c'est un effort conscient parce que tu as ce qu'on appelle notamment des neurones miroirs. Les neurones miroirs, en gros, c'est que quand tu vois quelqu'un réagir à quelque chose, il se trouve que dans ton cerveau, tu as des neurones qui vont s'activer et c'est ce qui te permet de savoir que en face, la personne ressent plus ou moins ce truc-là du fait que là, admettons, je sais pas moi, on va prendre un truc con. Tu vois quelqu'un qui se coupe avec un couteau, admettons. Tu vas ressentir potentiellement comme une forme de douleur. Bah, t'as pas vraiment mal, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le fait de vraiment se couper. Mais dans ta tête, il y a des neurones qui vont s'activer dès le moment où tu vas voir ça chez autrui. C'est pour ça aussi que les films d'horreur ou quoi, les films comme ça, de terreur, peuvent marcher aussi sur nous, c'est parce qu'on a ces neurones-là qui s'activent. Mais du coup, c'est un effort, en fait, c'est un effort de l'empêcher, de le bloquer. Et dans le cas, justement, des pensées racistes, sexistes, etc., les gens, en fait, sont justement dans ces processus-là. Ils utilisent des ressources, qu'ils en aient conscience ou pas, pour totalement débrancher, en fait, cette empathie, et estimer qu'en fait, en face, c'est des gens qui valent moins, etc. Voilà, les frissons en regardant les blessures des autres, hein, on connaît. Et donc du coup, c'est vraiment un truc qui est, enfin, encore une fois, c'est pas conscient, c'est pas le bon terme, mais qui est cognitivement coûteux et qui est constant. Donc si tu les épuises, ils n'ont plus les ressources pour l'empêcher, et du coup, bah, leur neurone miroir leur envoie les signaux, et puis d'un coup, ils font « Ah oui, merde, en fait. » C'est vrai que quand je fais ça à telle personne, ah bah du coup, c'est pas bien. Tout à l'heure, on avait l'expérience, on avait le retour de quelqu'un qui était un violeur, qui avait fait donc des agressions sexuelles sur des femmes, qui, dans sa manière de penser, ne voyait pas et ne comprenait pas que les femmes étaient des êtres humains. C'est littéralement ces mots, il avait dit « Je ne comprenais pas que les femmes étaient des êtres humains avec des émotions et des pensées. » Donc déjà, c'est chaud patate, hein, vous voyez bien l'effort conscient qu'il faut faire pour vraiment bloquer ça. Et à partir du moment où notamment il a eu donc des ateliers, etc., pour lui faire prendre conscience que, alors gros, t'es putain de misogyne et vraiment les femmes c'est des humains, hein, quand même, vraiment, s'il te plaît. À partir du moment où il a fait cet acte de conscience-là, qu'il a vu ça, bah c'est fini, le mécanisme est cassé en fait. Tu peux plus remettre en marche ta machine, c'est trop tard. Une fois que ça s'est tombé, une fois que ton petit rouage qui a été maintenu parce que tu as grandi dans un contexte probablement familial horrible, dans un contexte social probablement horrible, qui ont maintenu et qui ont créé toutes ces machineries, une fois que ça s'est tombé, une fois que c'est fini, tu peux plus en fait le maintenir parce que ça demande beaucoup trop d'efforts à ce moment-là. À partir du moment où c'est devenu conscient notamment, ça va demander d'autant plus d'efforts pour le suppresser et tu peux pas. T'as juste pas les ressources pour, c'est mort. Et donc du coup c'est là où d'un coup il a fait ah oui en fait je suis une grosse saloperie et en fait faut absolument que j'arrête et absolument que je change tout et que du coup c'est devenu en plus de ça un formateur qui est venu pour intervenir justement pour empêcher les violences sexuelles et sexistes et pour venir faire de la prévention et pour venir faire des formations auprès de personnes qui ont violé pour les amener à justement se rendre compte de tout ça etc aussi. Donc on voit que c'est vraiment pertinent de ne pas considérer les gens qui ont ce genre de comportement comme étant juste des crétins qui font zéro effort de réflexion. Au contraire, ce sont des personnes qui sont dans des fonctionnements qui sont dégueulasses, certes, pour plein de raisons, certes, ils en sont responsables, qu'on soit d'accord, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont le choix. Et c'est là aussi, enfin, ont le choix, oui et non. Ils ont une forme de choix qui est très limitée, et quand tu grandis avec toutes les conditions, on va dire, pour ne pas avoir à exprimer ce choix dans un autre sens que celui qu'on attend d'avoir, c'est compliqué. Donc ils sont responsables, mais il faut voir que ce n'est pas quelque chose qui est, on va dire, c'est pas foutu, quoi. Il y a beaucoup d'hommes incel qui pensent comme ça, que les femmes ne sont pas vraiment des êtres humains. Ils ne comprennent pas de façon intellectuelle. Ils le comprennent de façon intellectuelle, mais pas émotionnelle. Oui. Ça montre surtout que les idées d'extrême droite se répandent parce que les médias les diffusent beaucoup. Complètement. Bien sûr que ça. C'est pour ça aussi que quand vous avez autant de retours sur oui mais c'est débile de mettre autant l'extrême droite en avant et qu'en fait on ne combat pas l'extrême droite en parlant avec elle, c'est pas sans raison. Parce que si vous parlez avec elle, si vous lui permettez d'échanger ses idées, si vous la faites passer pour des idées finalement avec lesquelles on peut échanger et pas comme des choses totalement absurdes et en dehors de tout, et ben il y a des gens qui vont rentrer dans ces mécanismes là en fait parce qu'on va l'habituer, parce que ce mécanisme va se répandre et c'est de la merde. Ne faites pas ça. Vraiment, arrêtez médias, les médias généraux là, tous les médias classiques, arrêtez de faire venir Le Pen et compagnie, arrêtez de faire venir Zemmour, arrêtez, vraiment. Arrêtez aussi avec Macron parce qu'il est extrême droite aussi, hein, faut arrêter aussi, vraiment. Arrêtez d'être de droite en fait, arrêtez d'être bourgeois. Faites ça, c'est bien. Je reprends la lecture tout de même. Va falloir que je coupe la VOD, je vois qu'il y a eu le message pour dire la fin de la VOD. Pour pouvoir affirmer cela, les chercheurs de la SDT, donc de la théorie de l'autodétermination, ont mené différentes études associant le questionnaire AI à d'autres données, puis ont regardé si ces données étaient corrélées au but extrinsèque ou intrinsèque.
Expérience sur les liens entre qualité de vie et nature des buts. Casseur et Ryan en 96. Aux États-Unis, parmi les adultes et des étudiants, il a été constaté que ceux qui ont le plus d'aspiration intrinsèque ont le moins de dépression, plus de vitalité, moins de symptômes physiques. A l'inverse, les personnes aux aspirations extrinsèques ont moins de vitalité, plus de problèmes physiques. Ryan, Shirkov, Little, Sheldon, Timoshina et Desi en 99. Parmi les individus russes et américains, ceux qui ont le plus d'inspiration intrinsèque ont un meilleur bien-être. Schmuck, Casseur et Ryan en 2000. En Allemagne également, les personnes aux aspirations plus intrinsèques ont un meilleur bien-être. Williams, Edberg, Cox, Desi en 2000. Les étudiants américains aux aspirations les plus extrinsèques se droguent plus que les autres, alcool, tabac, marijuana. Casseur et Ryan en 2001. Toujours parmi les étudiants américains, ceux ayant les buts les plus extrinsèques regardent plus la télévision et consomment plus de drogue que les autres. Martos et Kopp en 2012. En Hongrie, les personnes aux aspirations intrinsèques ont un meilleur bien-être et trouvent plus de sens à leur vie. A l'inverse, les personnes aux aspirations extrinsèques ont peu de bien-être et donnent peu de sens à la vie. Udvar, Amervold et Ango en 2014. En Scandinavie, les aspirations intrinsèques sont également connectées au bien-être. Baer, McAdams, Sakaeda en 2005. Lorsqu'on analyse le récit de vie des personnes et les aspirations sur lesquelles elles s'appuient, si ces buts sont intrinsèques, il y a chez elles plus de bonheur eudémonique et hédonique que chez les personnes qui s'appuient sur des buts extrinsèques. L'orientation de ces buts n'est donc pas anodine. L'intrinsèque est connecté au bonheur plus que l'extrinsèque. Mais on peut se demander quelle est la nature de cette connexion entre le bonheur, but intrinsèque, et le malheur, but extrinsèque. Est-ce parce que ces buts provoquent le malheur, ou à l'inverse, est-ce le malheur qui pousse à suivre ces buts? Un peu des deux, je dirais. Est-ce que c'est pas l'œuf et la poule? Quand tu penses que le monde est foutu, que tu déprimes, c'est difficile d'avoir de l'inspiration intrinsèque? Non. Pré-shot, hein? Oui. Pré-shot. C'est joli. Bah écoutez, ça me semble bien pour couper la VOD pour YouTube. Petite fougère de YouTube, on s'arrête là-dessus? C'était bien. On a bien avancé, encore une fois. On est page 551, on se rapproche de la fin, vraiment pour de vrai, pour de vrai, pour de vrai. Donc, petite fougère de YouTube, des bisous, à bientôt pour la suite de la lecture de sciences humaines et sociales. Ciao, ciao, ciao.